L'année était 1887 et le silence des Grandes Plaines était une chose vivante. Pour Arthur McBride, âgé de 14 ans, c'était le seul compagnon constant qui lui restait. Il s'était installé dans la cabane en rondin le jour où la toux de son père s'était enfin tue, et il s'était approfondi en quelque chose de permanent lorsque sa mère l'avait suivi un hiver plus tard, emporté par un chagrin qui l'avait vidé de l'intérieur. À présent, le silence était son héritage, aussi tangible que le titre de propriété des 160 acres de terre impitoyable qui l'entouraient de toutes parts. Sa vie s'était rétrécie à la taille de ses corvées, fendre du bois, vérifier ses collets, entretenir le maigre potager et fixer l'horizon qui ne lui promettait rien d'autre que davantage de lui-même. Arthur était petit pour son âge, maigre et robuste à la manière de ceux qui ont appris à plier plutôt qu'à se briser. Son visage était une étude perpétuelle de gravité, ses yeux bleus portaient une vigilance qui appartenait à un homme bien plus âgé. Il parlait rarement, n'ayant personne à qui s'adresser, et le son de sa propre voix le surprenait souvent lorsqu'il marmonnait à la mule récalcitrante ou pestait contre une charnière rouillée. Le monde lui avait appris que survivre était une affaire silencieuse et solitaire. Les émotions étaient un luxe, un poids qu'on ne pouvait se permettre de porter lorsque chaque once de force était nécessaire simplement pour voir le lever du jour suivant. Son deuil pour ses parents était une pierre qu'il portait dans ses entrailles, froide et lourde, une chose qu'il n'avouait jamais mais dont il n'était jamais séparé. Il vivait dans un état de désespoir maîtrisé, ses routines servant de rempart contre l'écrasante solitude de son existence. Il préparait ses maigres repas, rapiéçait ses vêtements usés et lisait les 3 mêmes livres que sa mère avait chéris, une Bible, un recueil de poèmes et un vieux manuel, jusqu'à ce que les mots lui deviennent plus familiers que son propre reflet. Le domaine était une île dans une mer d'herbe. La ville la plus proche, Harmony Creek, se trouvait à 2 jours de cheval, et il n'avait aucune raison d'y aller. Les habitants connaissaient son histoire. Ils le considéraient comme une note de bas de page malheureuse, le garçon orphelin accroché à une cause perdue. Leur pitié lui paraissait plus tranchante que leur mépris. Alors il restait à l'écart, embrassant l'isolement qui lui avait été imposé. Il était un fantôme, hantant les marges de sa propre vie, un garçon figé dans l'ambre de sa perte. Un soir, alors que le ciel se couvrait de pourpre et d'orange au crépuscule, une tempête surgit de l'ouest. Elle arriva sans prévenir, un mur sombre de nuages qui engloutit les montagnes et galopa à travers les plaines. Le vent s'éleva en un hurlement, un rugissement lugubre qui semblait arracher les fondations même de la cabane. Arthur venait d'attacher la mule dans son appentis et luttait pour regagner la porte lorsqu'il aperçut une forme effondrée près du lit du ruisseau, presque perdue dans les herbes fouettées et l'obscurité grandissante. La prudence était un instinct que son père lui avait inculqué. Ici, l'inattendu n'était que rarement un ami. Cela pouvait être un prédateur, ou pire, un homme aux intentions mauvaises. Il s'aplatit derrière un rocher, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, et plissa les yeux à travers la pluie qui lui fouettait le visage. Ce n'était pas un animal, mais une personne, petite et immobile. Il observa un long moment, la pluie collant ses cheveux à son crâne, son esprit parcourant une douzaine de possibilités sinistres. Puis un éclair illumina la scène et il vit les longues tresses sombres, la robe de peau de daim, le profil indubitable. C'était une femme autochtone. Toutes les histoires effrayantes qu'il avait entendues à Harmony Creek lui revinrent en mémoire, récits de raids, de disputes amères pour la terre, d'un peuple qui avait 1000 raisons de haïr les colons comme lui. Son père avait été différent. Il parlait des Cheyennes avec respect, commerçait équitablement avec eux et prônait une paix que peu d'autres voulaient. Mais son père n'était plus là. L'aider, c'était inviter un monde de problèmes auxquels il n'était pas préparé. L'abandonner, c'était laisser la tempête, et ce qu'il avait mis à terre, achever son œuvre. Il la vit bouger faiblement, une main pressée contre son flanc. Il pouvait distinguer, même à distance, la tache sombre qui s'élargissait sur sa robe. La pierre de chagrin dans ses entrailles sembla se déplacer. Il pensa à sa mère, son corps refroidissant dans son lit alors qu'il la regardait, impuissant. Il n'avait été qu'un enfant alors, incapable d'agir. Il n'était encore qu'un enfant maintenant, mais cette fois c'était différent, c'était un choix. Le vent hurlait comme une chose en deuil, et dans son cri Arthur prit sa décision. Il se releva et courut non pas vers la sécurité de sa cabane, mais vers l'étrangère tombée. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord cru, à peine quelques années de plus que lui. Son visage, beau et anguleux, était pâle sous son teint cuivré, ses lèvres bleutées. Sa jambe était tordue à un angle anormal, l'os visiblement brisé, et une large plaie à son flanc saignait faiblement. Ses yeux s'ouvrirent tandis qu'il s'agenouillait près d'elle, sombre, empli d'une douleur mêlée à une méfiance farouche. Elle recula au contact de sa main, un son guttural d'avertissement dans sa gorge. « Je ne te veux aucun mal, » dit Arthur, sa voix rauque et éraillée. Les mots lui semblaient étrangers sur la langue. « Tu mourras ici. » Il ignorait si elle comprenait ses paroles, mais elle devait comprendre le désespoir dans son ton. Maladroit et gauche, mais étonnamment fort après ses années de labeur, il passa le bras de la jeune femme par-dessus son épaule, son frêle corps peinant sous son poids, la traîna à moitié,
la porta à moitié, à travers la pluie battante, jusqu'à la lumière vacillante de sa cabane. La porte claqua derrière eux, les enfermant ensemble, deux âmes solitaires issues de mondes ennemis, liées par une tempête et par le fait brutal d'une blessure. À l'intérieur, la chaleur du petit foyer contrastait violemment avec la fureur extérieure. Arthur la déposa avec douceur sur la couche qui avait autrefois appartenu à sa mère, ses mains tremblant légèrement. Le regard de la jeune femme suivait chacun de ses gestes, perçant et attentif, même à travers le voile de douleur. Ses yeux glissèrent vers le fusil accroché au-dessus de la cheminée, puis vers la hache près de la réserve de bois, enfin vers le verrou de la porte. Il comprit. À ses yeux, il pouvait être un geôlier, un ennemi. Alors, il tourna le dos. Un acte délibéré de confiance, une offrande qu'il ne pouvait guère se permettre, mais qu'il lui donna tout de même. Il ranima le feu, ses mouvements lents et prévisibles. Il remplit une bassine d'eau prise au tonneau à pluie et l'apporta, accompagnée de bandes de tissu propre découpées dans les draps de lin de sa mère. Il s'agenouilla près de la couche, posa la bassine sur le sol et leva vers elle un regard muet, une question silencieuse. Un long instant, elle ne fit que le fixer, sa respiration courte. Puis, d'un signe à peine perceptible, elle lui donna son assentiment. Ses mains, rugueuses et calleuses, se montrèrent d'une surprenante douceur lorsqu'il se mit à l'ouvrage. Il n'y connaissait que peu en médecine, si ce n'est ce qu'il avait appris en soignant les bêtes, mais il savait qu'une plaie propre avait davantage de chance qu'une plaie infectée. Avec précaution, il découpa le daim ensanglanté, découvrant une déchirure profonde dans la chair, sans doute causée par la corne d'un bison affolé ou d'un élan. Il nettoya au mieux, le front plissé par la concentration. Elle supporta la douleur avec un stoïcisme qui l'humilia, ses seuls signes d'agonie étant la crispation de sa mâchoire et les poings serrés dans la couverture. Il ne pouvait rien pour sa jambe brisée, sinon la poser entre deux éclisses de fortune arrachées aux planches du plancher. Son travail était maladroit, mais sincère. Lorsqu'il eut terminé, il la couvrit de sa plus épaisse couverture de laine et se retira sur un tabouret près du feu, la laissant à l'intimité de sa souffrance. Pendant des heures, seuls résonnèrent le crépitement des flammes, le martèlement inlassable de la pluie sur le toit et sa respiration douloureuse. Annie dormait pas. Il veilla sur elle, gardien improvisé au cœur de la tempête. Il vit peu à peu la tension quitter son corps tandis que l'épuisement l'emportait. Il vit la ligne dure de sa bouche s'adoucir un peu dans son sommeil agité. Il ne connaissait ni son nom, ni son histoire, mais dans le cercle de lumière tremblotante de la cabane, elle n'était plus une menace abstraite, ni un symbole politique. Elle était seulement une personne, blessée, vulnérable. Et lui, la seule barrière entre elle et la mort. Une étrange sensation de but se mit à emplir les creux de son être, un sentiment si étranger qu'il eut du mal à le reconnaître. Cela ressemblait à de la chaleur. Il était bien après minuit lorsqu'un nouveau son se mêla au cœur de la tempête. Au départ, ce fut un cri bas, lugubre, au loin. Mais il trouva une réponse, puis une autre, plus proche. Arthur Sentit's son sang à Sea Glacier. Ce son, il le connaissait mieux que son propre nom, des loups. La tempête avait dû les chasser des hauteurs, et l'odeur du sang provenant de la blessure de la jeune femme résonnait comme une cloche à dîner à travers la prairie. La femme dont il apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Vavina s'agita sur la couche, ses yeux s'écarquillant d'une terreur nouvelle, plus forte que la douleur. Elle murmura un seul mot, dans sa langue. Un mot qui n'avait pas besoin de traduction. Arthur bougea aussitôt, son propre effroi un nœud glacé dans son ventre. Il vérifia la barre de la porte, l'enfonçant solidement. Pour plus de sûreté, il poussa contre elle la lourde table de chêne. Puis son regard se porta vers la seule fenêtre, ses volets vieux et fragiles, le point faible. Les hurlements se rapprochaient, encerclant la cabane. Ce n'étaient pas deux bêtes isolées, mais une meute. Affamée, audacieuse. Il entendait déjà les griffes racler les rondins, les grognements et reniflements cherchant une faille, une ouverture. Il saisit le lourd tisonnier de fer, son extrémité encore rougeoyante. Ce n'était pas une arme idéale, mais c'était la seule qu'il put manier dans l'étroitesse de la cabane. Le fusil, trop long à recharger, ne servirait à rien contre des adversaires rapides et multiples. Un fracas soudain fit trembler la fenêtre, un corps massif s'y projeta, ébranlant les volets. Un museau noir, humide, se faufila dans une fente, les crocs claquant. Arthur bondit, plantant le tisonnier dans l'interstice. Le loup recula dans un hurlement de douleur, l'air empestant la fourrure brûlée. Mais ce n'était que le début. Un autre se jeta contre la porte, la planche épaisse gémissant sous le choc. Ils étaient implacables, une marée d'ombre et de faim. Arthur se déplaçait comme une bête traquée, d'une ouverture à l'autre, l'esprit en feu. Il devait renforcer les volets. Le seul bois disponible était celui de la pile à bûches. Inspirant profondément, il décida une folie, déverrouiller la porte, sortir une seconde, revenir aussitôt. À peine la porte entr'ouverte, une ombre grise jaillit. Il n'eut pas le temps de penser,
Seulement de réagir, il leva le bras pour protéger sa gorge. Une douleur fulgurante explosa lorsqu'une mâchoire s'enfonça dans son avant-bras. Il cria, un son de choc et de souffrance, et d'un coup de pied violent, atteignit les côtes de l'animal. La bête lâcha prise. Il se replia à l'intérieur, claqua la porte et remit la barre, son bras en feu, le sang coulant à grosses gouttes. C'était la première morsure. Sur le lit, Vavina s'était redressée sur un coude, ses yeux fixés sur lui, emplis d'horreur et d'un reste d'incrédulité. À travers la douleur, Arthur sentit se durcir en lui une résolution froide. Il n'entrerait pas. Il ne la prendrait pas. Les loups, rendus plus féroces par l'odeur de son sang, redoublèrent. Ils commencèrent à arracher le torchis entre les rondins, près de la base. Arthur saisit une marmite d'eau bouillante suspendue au foyer et la versa par les interstices. Les hurlements de douleur lui parvinrent, récompense éphémère. Mais pendant qu'il était distrait, l'un des loups parvint à arracher une planche de la porte. Une patte, puis une tête, s'y insinuèrent. Arthur écrasa de son talon, mais la bête claqua des crocs, déchirant le cuir de sa botte et entamant sa chair. Il hurla, frappant pour dégager sa jambe. Seconde morsure. Il attrapa une bûche et martela la planche pour la replacer, son mollet en feu. Une écharde s'enfonça dans sa paume. Troisième blessure. La nuit devint une spirale de douleur, de peur et d'ingéniosité désespérée. Il coinça le vieux coffre à outils de son père contre la fenêtre, enfonça ses derniers clous pour maintenir les planches branlantes. La meute était intelligente, coordonnée, testant chaque faiblesse. Leurs ombres glissaient derrière les interstices, leur souffle haletant emplissait l'air. Un étrange détachement le gagna, sa peur remplacée par une concentration animale, glaciale. Il n'était plus Arthur McBride, l'orphelin solitaire. Il était un rempart de chair et d'os. Et il ne céderait pas. L'aube, quand elle finit par poindre, ne se leva pas dans la gloire mais dans une pâleur morne. Le vent s'était apaisé, la pluie s'était changée en bruine glaciale, et le silence qui s'abattit sur la prairie était plus lourd que le tumulte de la tempête. Arthur se tenait encore debout, ou plutôt vacillait, le dos appuyé contre la porte désormais cabossée, son bras en écharpe de fortune, sa jambe raide et douloureuse. Son souffle râpeux se mêlait à l'odeur âcre de sang, de fumée et de fourrure brûlée. À ses pieds gisaient deux carcasses de loups qu'il avait réussi à abattre, l'un transpercé par la lame de la hache, l'autre frappé à mort par le tisonnier. Les autres avaient finalement reculé à l'approche du jour, leur faim plus faible que leur peur. Il tourna légèrement la tête. La femme, Vavina, ne dormait pas. Ses yeux sombres le fixaient, vastes et insondables, et dans leur profondeur se lisait quelque chose de nouveau. Plus de suspicion, pas encore de confiance, mais une reconnaissance farouche, presque douloureuse. Elle avait vu ses blessures, sa lutte insensée, et compris qu'il n'avait pas combattu pour lui-même seul. Il s'écroula sur le sol, la conscience vacillant. Le froid l'envahissait déjà, bien plus menaçant que les crocs des bêtes. Une main se posa alors sur son épaule. Petite, tremblante, mais ferme. Elle s'était traînée hors de la couche, malgré sa jambe, pour poser sur lui ce geste improbable. Un geste de réciprocité. Il voulut parler, dire qu'il devait rallumer le feu, qu'il ne fallait pas qu'elle se blesse davantage. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. L'obscurité le prit, douce et impitoyable. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la lumière dorée du matin emplissait la cabane. Le feu crépitait, nourri d'un tas de bûches fraîchement posées. Son bras avait été grossièrement bandé avec ses propres tissus, mais il y avait des traces de plantes écrasées, des odeurs amères d'herbes médicinales. Elle. C'était elle. Il la vit, assise au sol, épuisée, son visage encore plus pâle que la veille, mais concentré. Elle avait trouvé la force d'utiliser ce qu'elle savait les remèdes de son peuple pour panser ses blessures. Leur regard se croisa. Il eut l'impression que les mots n'avaient jamais eu autant de poids dans un silence. Ils étaient désormais liés, non par choix, mais par nécessité, par une dette réciproque qui dépassait leurs mondes respectifs. Le jour s'écoula dans une lenteur étrange. Ils restaient dans le même espace restreint, séparés par leur souffrance et pourtant rapprochés par elle. Arthur s'efforça de réparer la porte avec ses outils, chaque mouvement lui arrachant des grimaces. Vavina, bien que clouée sur sa couche, guidait ses gestes de sa voix basse, désignant les points faibles de la cabane. Elle connaissait les bêtes, leurs ruses, leurs insistances. Il écoutait, et il obéissait. C'était une danse maladroite, mais une danse quand même. À mesure que les heures passaient, Arthur remarqua de petits détails. Sa façon de détourner les yeux lorsqu'il la surprenait à l'observer. La tension qui crispait ses épaules lorsqu'un bruit résonnait dehors. L'habileté de ses doigts à trier des herbes séchées même en tremblant. Et lui, qui n'avait jamais su quoi dire aux femmes, se surprit à vouloir comprendre ce qui se cachait derrière ce visage grave. La nuit suivante fut plus calme. Les loups rôdaient encore, il les entendait parfois hurler au loin, mais ils ne tentèrent pas un nouvel assaut. La cabane tenait bon, leur fragile bastion dressé contre le monde.
Arthur resta evil. Assis non loin d'elle. Ses pensées dérivaient malgré lui vers l'avenir. Que ferait-il, lorsque la tempête cesserait vraiment, lorsque les routes se rouvriraient? Devait-il la ramener à son peuple, risquer leur colère? Devait-il la garder auprès de lui, sachant qu'elle ne l'avait jamais choisie? Il n'avait pas de réponse. Mais il savait une chose, il ne pouvait plus envisager sa solitude comme avant. Quelque chose avait changé dans la petite cabane battue par le vent. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, mais qu'il habitait déjà comme une braise chaude. À l'aube du 3e jour, un nouveau bruit brisa le calme relatif. Pas des loups cette fois, mais un pas humain. Lourd, hésitant, glissant dans la boue. Arthur se raidit, la main instinctivement sur son fusil. Une silhouette apparut dans l'entrebâillement de la clairière, un vieil homme, voûté, vêtu de peaux épaisses. Son visage portait les peintures effacées de la tribu, et dans ses yeux brillait une inquiétude profonde. À sa vue, Vavina poussa un cri étranglé, un mot chargé d'émotion, que même Arthur comprit. « Père !» Le vieillard avança, ses pas trébuchants mais décidés. Son regard glissa de sa fille blessée à l'homme qui se tenait devant elle, armé, couvert de sang séché. L'air se chargea d'une tension lourde, prête à éclater. Arthur, d'un geste lent, posa le fusil au sol. Le silence qui suivit fut plus lourd que la tempête et plus tranchant que l'écrou des loups. Le vieux guerrier s'immobilisa, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid de la cabane. Ses yeux, sombres et brûlants, se posèrent sur chaque détail. La porte renforcée, les carcasses de l'eau encore visibles dehors, les bandages grossiers autour du bras de l'homme blanc, et surtout, sa fille étendue sur la couche, blessée mais vivante. Arthur n'osa pas bouger. Il sentait que le moindre geste brusque pouvait déclencher l'irréparable. Pourtant, c'était lui, l'étranger, l'intrus dans une histoire qui ne lui appartenait pas. La voix de Vavina rompit la tension. Faible mais claire, elle prononça une série de mots rapides dans sa langue. Sa main tremblante désigna Arthur, ses blessures, les herbes médicinales qu'elle avait utilisées, et enfin la porte encore marquée de griffures. Le vieux l'écouta sans l'interrompre. Ses traits se durcirent, puis vacillèrent, comme si une lutte intérieure l'opposait à lui-même. Enfin, lentement, il s'approcha de sa fille, posa une main sur son front et ferma les yeux un instant, comme pour vérifier qu'elle respirait vraiment encore. Quand il rouvrit les yeux, ils se posèrent sur Arthur. Un long moment passa, chargé de tout ce que les mots ne pouvaient dire. Méfiance, reconnaissance, peur et défiance, tout se mélangeait. Puis, dans un geste lourd de signification, le vieil homme inclina la tête. Pas une soumission, pas une gratitude entière non plus, mais une reconnaissance silencieuse. Arthur inclina la sienne en retour. Les jours suivants, l'équilibre fragile se transforma en une cohabitation étrange. Le père de Vavina que l'homme blanc apprit à appeler Tomni s'installa dans la cabane. Il apporta avec lui ses connaissances, il savait où poser les pièges, comment fumer la viande, quelles racines cuisiner pour renforcer les malades. Ses gestes étaient précis, empreints de la sagesse de la survie. Arthur, malgré ses blessures, continuait d'assurer la solidité des murs, de couper du bois, de réparer les toits. Chacun, dans son domaine, travaillait à maintenir ce petit monde debout au cœur de la prairie hostile. Vavina, malgré sa jambe encore faible, retrouvait des forces. Elle parlait peu, mais ses regards se faisaient plus soutenus, moins fuyants. Parfois, elle échangeait quelques mots avec son père dans leur langue, et Arthur devinait qu'il était souvent question de lui. Une nuit, alors que le feu se consumait doucement, Arthur surprit un de leurs dialogues. Il ne comprenait pas les mots, mais le ton lui suffisait, le père s'inquiétait, Vavina répondait avec fermeté. Et dans cette fermeté, il devina une défense. Elle le défendait, lui. Ce soir-là, Arthur sortit seul un moment, contemplant les étoiles immenses au-dessus de la prairie. Ses blessures le lançaient encore, mais ce n'était pas la douleur qui occupait son esprit. C'était la question lancinante. Pourquoi se sentait-il désormais moins seul, alors que 2 étrangers partageaient sa cabane? Pourquoi, quand il pensait à l'avenir, leur visage apparaissait aux côtés du sien? Le temps s'adoucit peu à peu. La tempête devint souvenir, les loups se firent rares. La cabane n'était plus seulement un abri contre la mort, mais le centre d'un fragile foyer. Mais ce fragile équilibre ne pouvait durer. Un matin, alors qu'il déjeunait d'un maigre repas, un son se fit entendre au loin. Des sabots de chevaux, des voix fortes, un éclat métallique. Arthur sentit immédiatement son sang se figer. Ce n'était pas la tribu de Vavina. Ce n'étaient pas des voyageurs pacifiques. C'étaient des hommes blancs. Tomni se raidit, Vavina serra la main de son père. Arthur, lui, resta figé, le cœur battant. Ses semblables arrivaient mais ils n'étaient pas des alliés. Le fracas se rapprochait. Déjà, à travers les interstices des planches, Arthur distinguait des silhouettes armées, des uniformes poussiéreux, des regards durs. Des soldats. L'un d'eux cria, exigeant qu'on ouvre. Arthur sut, à cet instant précis, qu'un choix l'attendait.
et que ce choix définirait non seulement son destin, mais aussi celui de la femme et de l'homme qui partageaient désormais sa cabane. Les poings d'Arthur se crispèrent malgré lui. Il connaissait ses voix, ce ton d'autorité sans nuance. C'étaient des soldats des avant-postes, hommes de patrouille chargés de pacifier la frontière. Il avait vu leur méthode, suspicion envers tout Indien, violence rapide, peu de pitié. Son regard croisa celui de Toomni. Dans les yeux du vieil homme brillait une alerte farouche, une certitude que ses visiteurs n'apporteraient rien de bon. Vavina, elle, luttait pour ne pas trembler, mais sa main serrait la couverture comme une corde de survie. Arthur inspira profondément, posa son fusil contre le mur et sortit, les mains en évidence. La lumière crue du matin l'aveugla un instant. Devant la cabane, une dizaine de cavaliers encerclaient déjà la clairière. Leurs uniformes étaient sales, tachés de boue et de poussière, mais leurs fusils brillaient au soleil. Leurs chevaux piaffaient, nerveux. McBride? Lança l'un d'eux, un sergent large d'épaules, le regard méfiant. Arthur Hokalatat. On nous a dit que tu vivais seul, continua l'homme. Mais on a vu de la fumée, et d'autres traces. Tu n'hébergerais pas de visiteurs indésirables, hein? La question claqua comme une accusation. Arthur sentit chaque muscle de son corps se tendre. Derrière lui, la porte close de la cabane semblait vibrer sous le poids du silence. Il aurait pu mentir. Dire qu'il était seul, que les traces venaient de bêtes. Mais il savait que les soldats fouilleraient. Il fouillait toujours. Et s'il trouvait Toomni et Vavina, il n'hésiterait pas une seconde. Arthur planta son regard dans celui du sergent. Sa voix sortit rauque, mais ferme. « Je vis seul. Personne d'autre ici. » Le sergent le jaugea, ses yeux rétrécis. Puis il fit signe à deux hommes de descendre de cheval. Arthur sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Tout allait s'écrouler. Mais à ce moment, un hurlement se fit entendre au loin. Sauvage, guttural, porté par le vent. Les soldats se figèrent, certains sursautèrent même. Les cavaliers échangèrent des regards inquiets. Sioux, grogna l'un d'eux. La peur était palpable. Même s'il n'y avait peut-être qu'un éclaireur ou une petite troupe, les soldats savaient qu'ils n'étaient pas invincibles, surtout loin de leur fort. Le sergent hésita, pesant ses options. Enfin, d'un geste sec, il ordonna la retraite. On reviendra, McBride. Et si tu caches quelqu'un, tu le regretteras. Les sabots martelèrent la terre, soulevant des gerbes de boue, et bientôt, le vacarme s'éloigna. Le silence retomba, lourd comme un couperet. Arthur resta un long moment dehors, immobile, ses mains tremblant malgré lui. Quand enfin il rentra dans la cabane, il trouva Vavina assise, ses yeux brillants fixés sur lui. Toomni, lui, le regardait autrement, avec une gravité qui tenait autant de la méfiance que du respect. Arthur S. Acid. La gorge sèche. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Aux yeux de ses semblables, il était désormais suspect. Aux yeux de Vavina et de son père, il n'était plus tout à fait un ennemi. Les jours passèrent, plus lourds encore que ceux de la tempête. La cabane semblait chargée d'une attente sourde, comme si chacun guettait le bruit de sabots dans la plaine. Arthur travaillait sans relâche, réparant ses outils, renforçant encore les murs, coupant du bois jusqu'à l'épuisement. Le travail le protégeait de ses propres pensées. Mais chaque soir, en voyant Vavina veiller auprès du feu, son visage éclairé par la danse des flammes, il sentait naître en lui un feu différent. Un feu qu'il n'avait pas voulu, mais qui l'embrasait malgré tout. Il luttait. Contre la solitude qui se fissurait. Contre le désir de tendre la main vers elle. Contre l'idée insensée que peut-être, après tout, il pouvait bâtir quelque chose de commun dans cet endroit perdu. Toomni le voyait. Arthur le devinait dans ses regards lourds, dans ses silences pesants. Le vieil homme ne parlait pas de cela, mais son silence disait assez. Une nuit, alors que la pluie recommençait à battre les planches, Vavina s'approcha d'Arthur. Sa démarche était lente, encore marquée par la douleur, mais ses yeux ne tremblaient pas. Elle s'assit en face de lui, le fixant longtemps sans un mot. Enfin, elle parla. Des mots simples, hésitants, une langue qu'elle avait apprise peu à peu. « Tu n'as pas peur de mourir pour nous ?» Arthur la regarda, son souffle suspendu. Puis, d'une voix basse, il répondit. « J'ai plus peur de vivre sans but. » Leurs regards se nouèrent comme deux flammes qui se reconnaissaient dans la nuit. Et dans ce silence, Arthur sut que rien ne serait plus comme avant. Les semaines qui suivirent furent un étrange équilibre, fragile comme la glace mince du printemps. Arthur soignait encore ses blessures, même si les cicatrices marquaient déjà son jeune corps de lignes sombres, comme une carte gravée par la douleur. Vavina, elle, retrouvait lentement des forces. Son regard avait repris de l'éclat, et parfois, Arthur surprenait sur ses lèvres un sourire discret, fugitif comme un rayon de soleil dans un ciel chargé de nuages. Toomni, silencieux, observait. Il participait aux tâches, réparant, taillant, surveillant la plaine avec une patience de faucon. Parfois, il enseignait quelques mots de sa langue à Arthur, comme par inadvertance,
sans jamais avouer qu'il lui offrait là un savoir précieux. Mais toujours, une ombre demeurait. Celle des soldats qui reviendraient tôt ou tard. Celle des frontières invisibles mais impitoyables entre leurs mondes. Arthur le savait, il avait franchi une ligne qu'aucun retour ne pouvait effacer. Il était désormais lié à cette jeune femme, à son peuple, par des liens de sang et de sacrifice. Un matin, alors que le ciel s'emplissait de lumière claire, un cri résonna au loin. Pas le hurlement d'un loup cette fois, mais un appel humain. Arthur sortit, le fusil en main, et aperçut une colonne de cavaliers approchant. Mais ce n'étaient pas les uniformes ternes des soldats. C'étaient des silhouettes drapées de peau, des visages peints de couleurs vives. La tribu de Vavina arrivait. Look her dit Arthur à Sisera. Il jeta un regard vers elle. Elle était déjà debout, s'appuyant contre le chambranle de la porte, ses yeux fixés sur l'horizon. Dans son regard, une lueur indéchiffrable, joie, crainte, attente. Les cavaliers se rapprochèrent. À leur tête, un homme imposant, le port noble, les traits durs et marqués, Voquin, le père de Vavina, chef respecté. Ses yeux, sombres et perçants, balayèrent la cabane, puis se posèrent sur sa fille. Le soulagement fut visible, rapide comme un éclair, mais aussitôt remplacé par une gravité inflexible. Arthur sentit unpoids invisible peser sur lui. Il savait qui était cet homme. Il savait aussi ce qu'il représentait, l'autorité, la tradition, le jugement. Voquin mit pied à terre, ses guerriers l'imitant. Un silence pesant envahit la clairière. Les oiseaux eux-mêmes semblaient s'être tus. Vavina fit un pas en avant. Sa voix trembla, mais resta claire. « Père, il m'a sauvé. » Un murmure parcourut les rangs. Les regards se tournèrent vers Arthur, ce garçon maigre, pâle, couvert de cicatrices. Voquin le fixa longtemps, d'un regard qui pénétrait jusqu'aux os. Puis, d'un geste, il fit signe à son vieux conseiller, Anya Aka. Celui-ci s'avança, scrutant la cabane, les traces de lutte, les planches arrachées, le sol encore taché de sang séché. Ses yeux sages lisaient l'histoire comme dans un livre ouvert. Enfin, il parla, sa voix grave résonnant comme un tambour. Cet enfant a combattu les loups. Pas pour lui. Pour elle. Un silence plus profond encore suivit. Voquin demura immobile. Enfin, il avança vers Arthur. Le garçon sentit son souffle se bloquer. Mais le chef ne leva pas la main en menace. Au contraire, il posa doucement la paume rugueuse sur l'épaule meurtrie d'Arthur. Ses yeux s'adoucirent d'un éclat rare. « Tu as le cœur d'un guerrier », dit-il dans sa langue, que Vavina traduisit à mi-voix. Arthur, incapable de répondre, inclina simplement la tête. Alors, dans un geste solennel, Voquin fit signe à ses hommes. On amena une couverture, et avec un respect inattendu, on enveloppa Arthur comme on l'aurait fait d'un frère blessé. Puis on installa Vavina sur un travois. La procession se mit en marche vers le village. Arthur, porté à cheval devant le chef, ne trouvait plus de mots. Mais en lui, quelque chose avait changé. Le silence qui avait été toute sa vie n'était plus le même. Ce n'était plus une solitude, mais un vide qui commençait à se remplir d'un nouvel écho. Un avenir encore incertain, mais qui battait au rythme de cœurs jusque-là séparés. Le chemin jusqu'au village des Cheyennes fut long et solennel. Le vent balayait la plaine, soulevant des vagues d'herbe qui semblaient se courber devant le cortège. Arthur, ballotté à chaque pas du cheval, se sentait à la fois vidé et éveillé. Sa tête retombait parfois contre la poitrine du chef Voquin, mais ses yeux continuaient à chercher Vavina, étendue sur le travois que 2 chevaux tiraient avec précaution. Chaque fois que leurs regards se croisaient, même dans la fatigue et la douleur, une force invisible semblait lier leurs 2 âmes. À mesure qu'ils approchaient du camp, le paysage changeait. Des fumées montaient en colonnes fines vers le ciel, des aboiements résonnaient, des silhouettes de femmes et d'enfants apparaissaient, courant à la rencontre des cavaliers. L'accueil fut d'abord un mélange de cris de joie et de surprise, car Vavina était revenue. Les bras de sa mère l'enveloppèrent aussitôt, des larmes ruisselant sur ses joues. Puis les regards tombèrent sur Arthur. Sa peau pâle, ses vêtements en lambeaux, ses blessures encore ouvertes, tout le désignait comme un étranger. Un murmure se répandit parmi les femmes, les anciens, les jeunes guerriers. La méfiance brillait dans les yeux. Mais Voquin éleva la main. Le silence tomba, aussi dense qu'un manteau de neige. « Cet enfant a versé son sang pour sauver ma fille » dit-il d'une voix qui portait loin. « Il est des nôtres ce jour. » Les murmures se transformèrent en un étonnement respectueux. Le vieil Anya Aka ajouta, comme pour graver les faits dans la mémoire de tous. Cette fois les crocs des loups l'ont marqué. Cette fois il s'est relevé. Les esprits l'ont choisi pour protéger, non pour détruire. Alors, même ceux qui fronçaient les sourcils baissèrent les yeux. Les enfants s'approchèrent, curieux, certains effleurant du doigt les bandages d'Arthur. Arthur, étourdi par la fatigue, se laissa guider. On l'installa dans une grande tente de peau, auprès du feu. Des femmes préparèrent des cataplasmes d'herbe, nettoyèrent ses plaies, changèrent ses pansements.
Chaque geste était à la fois prudent et respectueux, comme si toucher ce garçon revenait à toucher un mystère. Vavina fut installée non loin, sa mère ne la quittant pas un instant. Ses yeux cherchaient souvent Arthur, et chaque fois qu'elle le voyait respirer, une paix nouvelle se posait sur son cœur. Les jours passèrent, rythmés par les soins et les veillées autour du feu. Arthur comprenait peu à peu les mots échangés autour de lui. Vavina lui traduisait certains récits, des chants anciens, des histoires d'ancêtres, des prières murmurées aux esprits du vent et de la terre. Et dans ce cercle de voix et de flammes, lui, l'orphelin des plaines, trouvait une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était plus seulement la survie. C'était l'appartenance. Un soir, alors que le ciel s'emplissait d'étoiles, Voquin s'assit près de lui. Le chef resta longtemps silencieux, puis déclara. « Tu as perdu père et mère. Mais ici, tu n'es plus seul. Si tu choisis de rester, tu seras sous ma protection. » Arthur sentit ses yeux se brouiller. Les mots restaient coincés dans sa gorge, mais il hocha lentement la tête. Et dans ce simple geste, il sut que sa vie venait de changer à jamais.